Salut tout le monde et bienvenue une autre fois au Casino des CPGE pour le grand enjeu qui est le travail. Vous me connaissez tous, ce n'est pas la peine de vous rappeler mon nom. Eh bien, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. L'une me concerne, l'autre concerne le casino. Celle qui me concerne, il s'agit de, en fait, que j'ai rencontré Abdallah Farkous. Il m'a dit monsieur, c'est étrange votre nom. Est-ce que tu acceptes qu'on t'appelle le tricheur à l'as de carreau? Et tu dis toujours oui. Voilà. Et puis je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai dit voilà, je viens d'un tableau intitulé le tricheur à l'as de carreau. Voilà. Puis après un moment de réflexion, il a bien observé le tableau. Il m'a dit et voilà, le peintre, il était injuste. Tu dois le poursuivre en justice. Il t'a collé un affront, il a porté atteinte à ta réputation. Use de ton esprit critique, ça fait longtemps que vous étudiez, vous n'avez pas d'esprit critique. Voilà, ne vous fiez pas aux apparences. Qui vous a dit que ces femmes-là ne trichent pas? Qui ne vous a dit pas qu'ils n'ont... En plus d'un as, ils ont même des cartes, ils ont une boutique de cartes à la portée de leurs mains, enfouies dans leur robe. Oh là là, c'est triste, c'est triste. Oh les jeunes d'aujourd'hui, usez de votre esprit critique, doutez, vous étudiez la philosophie, vous n'en servez pas. Soyez voilà, le marteau, où est le marteau de Nietzsche? Cassez tout ce que vous trouvez devant vous, mais pas les vitres. À casser les évidences, questionner les évidences. Également, Sapir-Whorf, Kant, vous avez étudié Kant, osez penser. Cela vous aurait permis de sortir de cette minorité, ça vous aurait réhabilité. Oh là là, c'est triste. Regarde, aujourd'hui c'est la veille de Jamoua, je vais faire un acte de bienfaisance. Je vais te donner un nom. Voilà, exceptionnel. Regarde, toi, tu es un jeune homme, beau gosse, etc. Voilà, je vais t'appeler Farid. Et non plus le tricheur. Tu es Farid parce que tu es unique. Et voilà, pour ne pas perdre la trace du tableau, on va t'appeler Farid Las. Maintenant, tu seras nommé Farid Las. Ça te plaît? Oui, monsieur. Voilà, ça me fait plaisir. Donc, dès aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je suis Farid Las et non plus le tricheur à l'as de carreau. Et voilà Virgile qui arrive, il était à Qlat pour voir les oliviers et à Taounet. Eh bien, sans tarder, on commence notre quatrième partie intitulée Corps et état d'esprit au travail. Bon. Prenez votre place, asseyez-vous, donnez de l'eau à M. Virgile, il est assoiffé. Bon, la première mise, c'est le corps au travail, l'épuisement ou la fortification. Donc, quand on travaille, voilà, effectivement, donc il y a la fatigue, voilà, et l'effet de cette fatigue, donc ça peut tendre soit vers l'épuisement de l'ouvrier, soit donc le travail c'est un exercice qui met en activité les muscles, etc. Donc c'est-à-dire ça fortifie. Et voilà Madame Simone Veil qui est toujours la première à répondre, à se repérer. À la page 49, dans la condition ouvrière, vous dites chaque effort en plus de ceux qui me sont imposés me coûte. Ah voilà, c'est bien. Donc en plus, c'est-à-dire en quittant le travail, si on vous demande de faire quelque chose d'autre, voilà, vous pouvez plus, c'est-à-dire ça vous coûte, c'est-à-dire c'est pénible pour vous, hein. Donc c'est-à-dire tu dois dépenser énormément, voilà, tu dois te dépenser. Donc il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a de la contrainte, il y a voilà, parce que voilà, hors du travail, c'est-à-dire le corps de l'ouvrier, il est complètement épuisé, il ne peut plus rien faire. Également, vous ajoutez à la page 160, mais pour cette fatigue-là, il faudrait un nom à part. Des hommes vigoureux, dont la force de l'âge s'endorment de fatigue sur la banquette
du métro. C'est bien, voilà, donc vous avez souligné, mais pour cette fatigue-là, il faudrait un nom à part. Vous n'auriez pas par hasard copié c'est la même structure chez Balzac, en parlant de l'odeur qui régnait dans la salle dans la maison de Madame Vauquet, c'est-à-dire une odeur qui n'a pas un nom dans la langue. Ici également, donc vous dites que la fatigue n'a pas de nom dans la langue, c'est-à-dire c'est quelque chose d'ineffable. On ne peut pas exprimer, voilà, le fatigue. Le mot fatigue ne peut pas, n'est pas assez apte à désigner ou bien à référer à cette fatigue-là. Donc c'est-à-dire donc on doit imaginer quelle est la nature de cette fatigue. Eh bien, regardez, la suite, vous continuez des hommes vigoureux, c'est-à-dire forts, robustes, etc., dont la force de l'âge. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Donc, en quittant le travail, ils s'endorment dans le métro. Donc, le fait qu'ils s'endorment dans le métro, donc ça donne une idée sur le degré de la fatigue. C'est-à-dire, le travail, il était très, très, très épuisant. Donc, ils y ont laissé toute leur énergie. Ils ont épuisé leur énergie que lorsque vous épuisez votre solde. Voilà, il n'en reste plus, c'est-à-dire ils n'ont plus aucune énergie. Voilà, on tolère une autre citation, la page 212. Un homme de 40 ans ne pouvait plus trouver d'embauche parce qu'on le considérait comme déjà usé, vidé, et impropre pour la production à la cadence actuelle. Oh, ça c'est triste, hein. À 40 ans, mais ce n'est pas même à 60 ans. Et voilà Macron qui augmente l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Peut-être il n'a pas travaillé, hein, il n'a pas bossé dans comme les travailleurs. Voilà. Donc, un homme de 40 ans ne pouvait plus trouver d'embauche. Ah, voilà, donc c'est-à-dire à l'âge de 40 ans, à l'époque, on peut plus recruter un homme de 40 ans. Pourquoi? La raison, il est considéré comme déjà usé. Donc, usé, voilà, vos pneus à force de rouler, les pneus des voitures à force de rouler, 40 000 ou bien 60 000 km, on ne trouve plus les rayures. Donc, les rayures qui permettent une bonne adhérence à la route. Et bien, donc, également, donc l'ouvrier à force de travailler, donc il est usé, c'est-à-dire il n'a plus cette vigueur, cette fraîcheur, cette aptitude à travailler. Il ne peut plus donner de sa force de travail. Donc il est vidé. Donc vidé, donc ça fait écho à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire épuisé, pardon. Oui, impropre à la production à la cadence actuelle, c'est-à-dire donc du fait qu'il est usé, qu'il ne peut plus travailler à la cadence, à un rythme élevé, donc il n'est pas embauché. Donc comment est-ce qu'il peut vivre? Est-ce qu'il doit voler? Donc imaginez si on était à cette époque-là, un homme de 40 ans qui ne trouve plus un emploi parce qu'il est considéré comme usé. Et donc cela donne une idée sur la fatigue et l'épuisement qui accable ou bien qui touche les ouvriers. C'est bien, oui, c'est bien. C'est saisissant, madame. Voilà. Pour vous, monsieur Virgile, est-ce que il y a de l'épuisement dans le travail agricole? À la page 155, les plus jeunes rentrent fatigués à la nuit close, les pattes pleines de thym. Donc il s'agit ici des abeilles. Donc les plus jeunes, donc regarde les plus jeunes, donc les jeunes sont plus forts, ils sont vigoureux. C'est-à-dire les abeilles, ils sont vigoureuses, ils sont dans la force de l'âge pour travailler. Et malgré cela, donc ils rentrent fatigués. Donc c'est-à-dire le travail des abeilles, il est également épuisant, il est fatigant. À la page 155, vous continuez. Regardez, souvent aussi dans leur course, ils se brisent les ailes. C'est-à-dire les abeilles, ils se brisent les ailes, ils se cassent les ailes. Oh là là, c'est un accident de travail. Donc, et souvent, donc, il y a la répétition, la fréquence. Donc en travaillant, les abeilles, ils sont exposés à des accidents
du travail, voilà, bon, l'Occident, il se brise les ailes. Quand une abeille se brise les ailes, il est condamné à la mort. Donc c'est le péril donc ils travaillent au péril de leur vie contre les pierres dures. Voilà, ils vont jusqu'à rendre l'âme. Voilà, donc rendre l'âme, c'est-à-dire périr, mourir. Voilà, sous leur fardeau. Donc le fardeau, c'est la charge qu'ils transportaient de nectar. Eh bien, voilà, donc effectivement, donc le travail, il est épuisant, il est fatigant. Vous ajoutez quelque chose, monsieur? Oui, bon. À la page 156, un sommeil bien gagné s'empare de leurs membres là. Donc, un sommeil bien gagné. Donc les abeilles, voilà, toujours, ils s'endorment. Ils s'endorment très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Donc le mot là, donc leurs membres, c'est-à-dire leurs ailes, leurs pattes, etc. Voilà, ils sont fatigués. Donc, et de cette fatigue-là, ils s'endorment illico en rentrant à la nuit à la ruche. Voilà, la page 152, vous nous sortez toujours ce vieillard-là. Voilà, donc le vieillard de Coris devait être physiquement fort. Voilà, donc ça c'est une conclusion, ou bien une induction, bien... il devait être physiquement fort. Donc malgré son âge, donc il est vieux effectivement, donc c'est un vieillard, et il continue à travailler. Voilà, ce qui corrobore cela, c'est qu'il ne rentre que la nuit de son champ. Donc il rentre tard à son logis, donc il rentre tard. Voilà, donc le fait qu'il est capable de travailler jusqu'à tard, il ne rentre que tard la nuit, c'est-à-dire il travaille l'espace de la journée. Voilà, donc et ce travail-là, en quelque sorte, on peut induire, on peut conclure, on peut inférer que ce travail l'a rendu, voilà, fort, que le travail n'a pas épuisé. Donc certes, il y a de la fatigue, mais regardez un vieillard qui est encore en bonne forme, en bonne santé. Voilà, la seule raison, c'est qu'il travaille. Donc c'est-à-dire le travail agricole, contrairement au travail à l'usine, il n'épuise pas, il fortifie. Donc voilà, donc ça c'est un argument très fort, monsieur. Voilà, et vous vous distinguez, je crois, de Madame Simone. Oui, par-dessus bord, monsieur Vinaver, qu'est-ce que vous avez pour nous pour cet axe-là? À la page 208, donc passe mardi, on dit que le taux de mortalité des gens à partir du moment où on les met à la retraite grimpe d'une façon vertigineuse. Oh là là, donc le taux de mortalité des gens à partir du moment qu'on les met à la retraite, c'est-à-dire une fois mis à la retraite, donc l'espérance de vie est là. Baissé, on meurt, voilà, quelque temps juste après la retraite. C'est-à-dire que le corps, il est épuisé, que le travail, il a usé le corps du travailleur. Donc, il est réduit donc l'espérance de vie, il est réduite. C'est triste quand même. Donc, comment est-ce qu'il peut profiter de sa retraite? Donc, voilà, donc imaginons à 65 ans, quand on part à la retraite, donc notre espérance de vie, il est assez réduite. Voilà, donc c'est-à-dire le corps, il est épuisé. Donc le mot, il est très convenant. Et donc il y a un épuisement, c'est-à-dire on est vidé de sa substance. Oh, c'est triste. Oh, c'est triste. Oh, c'est triste. Eh bien, donc on a vu que, voilà, regardez comment le travail, il affecte le corps. Maintenant, donc, comme chez l'homme, donc, il y a le corps et l'esprit. On verra maintenant du côté de l'esprit. Comment est l'esprit du travailleur? Donc l'axe conscience et inconscience au travail, c'est-à-dire présence ou absence de l'esprit. Quand on travaille, est-ce qu'on a l'esprit absent ou bien présent? En travaillant, est-ce qu'on pense ou non? Voilà, donc Madame Simone, toujours, elle est impatiente, donc c'est elle qui... Voilà, donc à la page 176, donc la seule ressource pour ne pas souffrir, c'est de sombrer dans l'inconscience. Et vous soulignez, c'est une tentation à laquelle beaucoup succombent sous une forme quelconque à laquelle j'ai souvent succombé.
donc la seule ressource pour ne pas souffrir. Donc pour éviter les souffrances, pour ne plus souffrir, donc les ouvriers, ils sombrent dans l'inconscient, c'est-à-dire, c'est comme dans l'ivresse. Dans l'ivresse, on n'est plus conscient. Donc utilisant un peu le langage informatique aujourd'hui du téléphone, c'est-à-dire c'est comme s'ils désactivent leur conscience. Donc en travaillant, donc ils mettent en veille leur conscience, c'est-à-dire ils ne pensent plus, donc c'est-à-dire ils deviennent des automates. Voilà, tout simplement c'est pour ne pas souffrir, c'est-à-dire quand on pense, on souffre davantage. Voilà, ça me rappelle dans le dernier jour d'un condamné, donc le condamné il souffre beaucoup plus moralement, ce n'est pas physiquement. Donc les souffrances ils sont beaucoup plus morales, donc il est obsédé par cette idée de condamner à mort. Donc il essaie de s'en défaire, mais il ne réussit pas. Et c'est ce qui lui fait souffrir. Donc ici les ouvriers, donc parallèlement, donc pour ne pas souffrir au travail, donc qu'est-ce qu'ils font? Donc ils sombrent dans l'inconscience. Donc ils font comme s'ils sont ivres. Donc ils se coupent de la réalité. Donc ce n'est pas comme comme ceux qui font le yoga, mais ils n'ont pas les moyens, donc ils n'ont pas les ressources comme a dit Simone Weil, les ressources des stoïciens. Donc les ouvriers n'ont pas la philosophie pour pour supporter les souffrances. Donc c'est pourquoi donc ils préfèrent sombrer dans l'inconscience. Et elle-même qui est philosophe agrégée, etc. Donc elle a succombé à cette tentation, c'est-à-dire elle aussi, elle a en quelque sorte désactivé sa conscience. Donc il essayait de ne pas penser en travaillant pour ne pas souffrir. Également, donc vous ajoutez, donc je vous tolère ces multiples cartes parce que le public aime ça. Voilà. Donc il faut en se mettant à la page 60, il faut en se mettant devant sa machine tuer son âme par 8 heures par jour, sa pensée, ses sentiments. Voilà, ça fait écho à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire tuer son âme, c'est-à-dire lui ôter la vie. Donc c'est-à-dire l'âme qui constitue qui constitue l'être. Et Descartes il a dit je suis une matière pensante. Je pense donc j'existe. Je pense donc j'y suis. Et du moment que l'ouvrier il désactive, il ne pense plus, donc il n'est plus, c'est-à-dire on ne peut pas le considérer comme un être humain. Donc, selon le cogito cartésien. Donc, je pense, donc je suis. Donc, quand je ne pense pas, donc je ne suis pas. Et pendant l'intervalle où l'ouvrier travaille, donc il ne pense pas, donc il n'est pas. Donc, on ne peut pas le considérer comme un être. Oh, c'est triste, hein, c'est triste. Voilà. Monsieur Virgile, qu'est-ce que vous avez pour nous? Mais le cultivateur vigilant qui n'a rien, à la page 89, mais le cultivateur vigilant qui n'a rien négligé cherche un terrain semblable pour y préparer d'abord une pépinière et disposer ensuite son plan, de peur que les sujets brusquement transplantés ne puissent pas oublier leur... Voilà, vous avez souligné le cultivateur vigilant, c'est-à-dire que le cultivateur il est vigilant, il doit être vigilant, c'est-à-dire il doit avoir l'esprit alerte, présent. Il ne doit pas sombrer dans l'inconscience comme les ouvriers chez Madame Weil. Voilà, donc il est appelé à être vigilant, attentif. Et voilà, ce n'est pas sans raison que j'ai remarqué que dans votre ouvrage, chaque fois vous appelez le cultivateur à observer. Donc observer, c'est plusieurs reprises. Pardon, je n'ai pas compté comme c'était le cas de l'esclavage, mais donc il y a à plusieurs reprises, vous insistez que le cultivateur, il doit observer. Donc, et quand on observe, c'est-à-dire on a l'esprit éveillé, on a l'esprit alerte, on a l'esprit attentif, on est vigilant tout simplement. Et voilà, de peur d'eux. Donc il y a cette peur. Donc il faut être vigilant pour ne pas, pour que vous ne fassiez pas quelque chose de mauvais, ou bien que vous ne soyez pas surpris par un changement, ou bien des aléas, ou bien des imprévus. Donc il faut être toujours sur ses aguets, en quelque sorte. Donc c'est-à-dire, c'est-à-dire le cultivateur, il est appelé à avoir l'esprit toujours conscient. Eh bien,
Et voilà ceux qui considèrent que les cultivateurs, ils ont l'esprit ailleurs, ou bien ils vivent d'une façon nonchalante. Au contraire, ce sont les personnes les plus vigilantes au monde. Ils observent très bien. Voilà, moi, je l'ai expérimenté. Par-dessus bord, qu'est-ce que vous avez là, monsieur Vinaver, à la page 19, vous dites, un minimum de flexibilité, ça aiderait. Un peu d'esprit de coopération. Également, à la page 219, on ne prend pas toujours le temps de réfléchir. Oh, ça, c'est bien, mais ça nécessite un peu d'explication. Un minimum de flexibilité, ça aiderait. Donc, c'est-à-dire, un minimum, donc il n'y en a pas, c'est-à-dire la valeur, il est zéro. Hein. Donc, la flexibilité n'est pas là. Donc pour être flexible, il faut avoir l'esprit éveillé, il faut avoir l'esprit alerte, il faut avoir l'esprit au moins présent. Donc, quelqu'un qui n'est pas, donc du moment que, voilà, on demande un minimum de flexibilité, ce qu'il y a, c'est la rigidité. Et pourquoi est-ce qu'il y a la rigidité? Parce que on ne pense pas, on ne se donne pas la peine de penser, de réfléchir. On travaille comme des automates. Donc, et voilà, ça montre que même dans l'entreprise, voilà, moderne, les cadres, même chez les cadres, il y a cette rigidité. On essaie de respecter d'une façon rigoureuse, les protocoles, etc., les responsabilités. Et c'est ce qui empêche parfois, dans le cas ici, donc ça a causé un problème. Ça a causé un dysfonctionnement, un malentendu, un peu d'esprit de coopération. Donc il n'y a pas d'esprit de coopération. Donc pour coopérer, il faut avoir l'esprit présent. Donc du moment qu'on ne coopère pas, on n'essaie pas d'entrer en contact. Entrer en contact, échanger les points de vue, dialoguer, etc. Se concerter, ça demande une présence de l'esprit. Et donc, dans l'entreprise, Passemar, il déplore, il se plaint de cette absence de l'esprit de coopération. Voilà, c'est plausible. Hein. Voilà, je suis convaincu, monsieur Vinaver. Vous ajoutez à la page 219, vous dites, Lubin, on ne prend pas toujours le temps de réfléchir. Donc, on ne prend pas toujours le temps de réfléchir, c'est-à-dire on agit, voilà, on fait ce qui nous passe par la tête, on ne pense pas. Donc, on agit par fantaisie. Peut-être, donc, ce n'est pas l'esprit qui prend le dessus, ou bien ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas la raison, mais c'est le cœur, c'est l'impulsion. Donc on réagit par instinct, beaucoup plus par réflexion. Donc ça montre qu'à l'entreprise également, donc il y a cette absence d'esprit ou bien de l'esprit chez ceux qui travaillent. Eh bien, voilà, donc peut-être ça, c'est à cause de la hiérarchie ou bien donc, de l'effet écrasant de la hiérarchie. On l'a déjà développé. Donc, il y a, voilà, donc vous voyez maintenant, donc, plus on va dans le jeu, donc il y a des choses qui s'éclaircissent de plus en plus. Et du moment, regardez, donc esprit et corps. Donc, comment est-ce que l'ouvrier travaille? Donc, quand on travaille, donc on a besoin d'un certain confort. On doit se sentir confortable en travaillant. Donc, ce sera la troisième mise ou bien la mise. Donc, le confort est un confort au travail. Et voilà toujours Simone qui est la première. Hein. Voilà, donc c'est curieux. Voilà, vous avez toujours des réponses à la seconde près. La page 228, le dégoût envahit l'âme après une longue période de travail monotone. Le dégoût envahit l'âme. Donc le dégoût, quand on est dégoûté, c'est-à-dire on a envie de vomir. C'est quelque chose, on est écœuré. Donc le dégoût, il envahit l'âme. Donc regardez l'âme, voilà, l'âme de l'ouvrier, donc il est envahi par ce dégoût-là. Et du moment qu'on a l'âme envahie par le dégoût, donc dites-moi comment
est ce travailleur? Est-ce qu'on travaille confortablement? Est-ce qu'on est à l'aise dans son travail? Vous ajoutez encore quelque chose. Voilà, à la page 60. Il faut, en se mettant devant sa machine, tuer son âme par 8 heures par jour. On a vu ça, c'est bien. Ses sentiments, etc. Étant irrité, triste ou dégoûté, il faut ravaler, refouler tout au fond de soi. Étant triste, c'est-à-dire, si on est irrité, si on est triste, si on est dégoûté, donc tous ces sentiments-là, il faut les ravaler, il faut les refouler, il ne faut pas les extérioriser. Il faut les refouler, voilà, il faut les garder, voilà, il faut les conserver en quelque sorte, et ça fait mal, hein, ça fait mal le refoulement. Donc pourquoi on se défoule? Se défouler parce qu'on a refoulé. Donc quand on va jouer, les loisirs, c'est pour se défouler, c'est pour faire sortir, c'est pour extérioriser, voilà, dans la tragédie. Donc on extériorise, c'est la catharsis, voilà, donc au contraire, dans le travail à l'usine, donc l'ouvrier, il est condamné à refouler. Et du moment qu'on refoule, d'un jour à l'autre, on finit par exploser ou bien à sombrer dans la folie ou bien on meurt subitement. Donc tout au fond de soi, irritation, tristesse, dégoût, ils ralentissent la cadence. C'est-à-dire, on doit, donc l'ouvrier, donc imaginer quand on refoule quelque chose, est-ce qu'on est à l'aise? Donc voilà, assurément, on n'est pas à l'aise, on est dans l'inconfort. Donc oui. Monsieur Virgile, est-ce que vous croyez qu'en travaillant, voilà, le corps, donc le corps chez vous, pour vous, donc il est fatigué, c'est bien, mais il est fortifié, et l'esprit, on a vu que l'esprit des cultivateurs, ils sont toujours gais, ils sont heureux, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose là à nous dire à propos du confort et de l'inconfort? Oh, trop fortunés, à la page 152, vous dites, oh, trop fortunés s'ils connaissent leur bien, les cultivateurs. Oui, monsieur Vergy, donc vous avez beaucoup souligné dans la citation, donc les cultivateurs, vous dites, ils sont fortunés. Oh, trop fortunés s'ils connaissent leur bien. Donc quelqu'un qui est fortuné, c'est quelqu'un qui a de la chance. C'est quelqu'un qui doit être heureux, qui doit être content. Voilà, donc le fait qu'il est fortuné, c'est-à-dire beaucoup de choses, le mal lui est épargné. Donc les choses dont les autres manquent, lui, il les a. Donc ici, Virgile, donc il voit de l'extérieur. Donc c'est un observateur. On peut se fier à son jugement. Donc les cultivateurs, ils sont loin des discordes armées. Voilà, ça c'est la première. Donc le fait qu'ils sont voilà, donc les conflits armés, ils en sont loin. Donc ils ne sont pas impliqués dans les conflits armés. Donc ils vivent dans la paix. Et dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus confortable que de vivre dans la paix? Du moins, voilà c'est-à-dire, si en deçà de cette paix dans laquelle ils baignent, voilà, donc ils ont le repos est assuré. Voilà. Donc, du moment que le repos est assuré, donc c'est-à-dire ils bénéficient bien de leur repos. Et aussi, donc il n'est pas perturbé, donc il est garanti. Ce n'est pas comme les ouvriers dans les usines. Une vie qui ne sait les tromper. Ah voilà, donc ils ne connaissent pas la déchéance. Donc ils vivent, voilà, donc leur vie heureux, donc dans le confort, ils ne sont pas menacés par la faim, comme c'était le cas dans l'usine. Donc on a vu qu'à 40 ans, donc un ouvrier, il ne peut pas trouver d'embauche. Donc s'il ne travaille pas, il sera condamné à la faim. Donc, et quand on est condamné à la faim, donc on va vendre ses meubles, etc. Et voilà, donc la famille qui éclate, son foyer qui éclate. Et voilà, c'est la déchéance. Donc du moment que
qu'on n'est pas menacé de la déchéance, donc on ne peut que travailler dans un certain confort. Donc il n'y a pas de menace, il n'y a pas quelque chose un sort mauvais qui vous guette. Donc tout simplement, on mène sa vie comme du jour au jour. C'est ça le comble du bonheur. Voilà. Également, et voilà, c'est ce qui fait que voilà. Donc ces citations, donc vous pouvez l'utiliser. Voilà, c'est une citation, je dirais même joker. Donc il y a le bonheur dans lequel vivent les cultivateurs. Également, ils vivent dans le confort. Ils travaillent dans le confort. Du moins, donc les loisirs ont de vastes domaines. Donc ils ont la possibilité d'avoir des loisirs, de jouir de la vie dans de vastes domaines. Oui, effectivement. Donc les cultivateurs, ils travaillent, ils travaillent confortablement. Et voilà, donc je dirais dans un autre endroit que là, on travaille, ils chantent. Donc les cultivateurs, ils chantent. Ils chantent. Donc le fait que sa compagne, je me rappelle pas bien. Donc la compagne, c'est-à-dire la femme il chante alors que lui, il travaille. Également, il travaille. Donc le fait quand on chante en travaillant, donc ça montre un certain confort. Donc même s'il y a la fatigue, donc on n'est pas, on ressent pas cette lourdeur, ce fardeau qui nous accable. Et voilà, donc c'est connu aux agriculteurs, aux cultivateurs, quand ils travaillent, ils chantent. Donc ça montre qu'ils travaillent confortablement. Très bien. Voilà pour vous, monsieur Vinavert. Donc à la page 16, vous dites, c'est pas mal, vous dites que le chef de section au service de facturation qui s'est suicidé sans raison apparente. Et voilà, donc le suicide des cadres, le suicide des ouvriers, le suicide des travailleurs, ça c'est courant. Hein. Donc quand on est surmené, ou bien ce qu'on appelle le burn-out, donc c'est courant dans les entreprises, même les multinationales. Donc il y en a certains qui subissent de fortes pressions au point qu'ils choisissent de mettre fin à leur jour. Donc le suicide. Donc pourquoi on se suicide? Ce n'est pas parce que voilà, on travaillait confortablement, c'est-à-dire donc on travaillait dans un univers hostile, donc il y a l'inconfort, il était au comble. C'est ce qui pousse, donc on est au désespoir. Donc il n'y a aucune lueur que ça s'améliore. Et c'est bon, donc l'issue c'était là. Voilà le suicide. Bon, voilà, donc ça c'est un cas. À la page 21, vous dites, mais il y a des choses qui vous... Voilà, donc c'est Madame Alvarez, mais il y a des choses qui vous remplissent d'amertume. Donnez-moi une cigarette. Donnez-moi une cigarette. Donc le fait qu'on demande la cigarette, c'est-à-dire on est irrité, qu'on est énervé, qu'on ne se sent pas à l'aise. Donc dans le travail, donc il y a cet inconfort. Donc imaginez cette femme-là. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui la remplissent d'amertume. Donc l'amertume, c'est-à-dire il a eu des informations, ou bien il a appris des choses qui sont horribles, qui sont mauvaises et difficiles à supporter. Donc quand on a, c'est-à-dire en quelque sorte, s'il raconte ou bien s'il ne raconte pas, donc en quelque sorte il a refoulé. Donc il a appris quelque chose, il a vu quelque chose, ou bien il a assisté à quelque chose. Voilà, et cela, là, en quelque sorte, il a perturbé, il a déstabilisé, il a touché, il a marqué, il a rempli tout simplement d'amertume, c'est-à-dire donc ce sentiment, ou bien ces sensations de quelque chose qui est amer, c'est désagréable, c'est mauvais à supporter. Contrairement, voilà, donc à la page 66, il y a le Fernand Dehaze, c'est le patron, c'est le chef. Si vous saviez combien il est agréable de travailler dans ces conditions, eh bien, toi, c'est le chef. Donc, tu peux te permettre le confort. Donc, donc il est agréable de travailler. Donc, lui, il est en train de faire la peinture. Voilà, donc lui, dans son bureau, bien, etc. Donc, il a le chevalet, etc., le modèle qui pose devant lui, etc. Donc, pour lui, cette activité ou bien ce travail, donc, il trouve l'atmosphère, elle est agréable. Donc, il travaille dans le confort. Donc, contrairement aux autres cadres, donc lui,
ils travaillent dans le confort, les autres, ils travaillent dans l'inconfort, excepté comme on a vu pour Virgile, donc le travailleur ou bien l'agriculteur, il travaille dans il travaille dans le confort. Eh bien, donc, on a le corps et l'esprit, puis le confort. Donc, la somme de ces trois éléments-là, ou bien de ces trois variables, il va nous amener à la quatrième mise, c'est-à-dire la satisfaction après le travail. Bon, on est venu au travail avec un corps, avec un esprit, on était plus ou moins dans le confort ou bien dans le confort, et en quittant le travail, il faut se demander comment l'ouvrier quitte son travail. Et voilà Simone de... Voilà. Si vous étiez ma fille, je vous aurais appelé Samena. Eh bien, la Simone. Bon, à la page 59, ce soir, je sentais la joie de manger un pain qu'on a gagné. Eh bien, ça c'est une citation qu'on a vue, c'est-à-dire que le travail procure le bonheur. C'est-à-dire, ces soirs-là, donc les soirs où vous avez travaillé, donc donc vous avez la joie au cœur parce que vous avez gagné votre pain. C'est bien, on comprend ça. La page 174. Et malgré les fatigues accablantes, j'y avais trouvé des joies pures et profondes. Là, vous vous rappelez le travail agricole, quand vous avez fait l'expérience du travail agricole, donc les fatigues, elles étaient accablantes, c'est-à-dire, donc c'est quelque chose qui abat, donc vous étiez abattu par ces fatigues-là, mais voilà, en contrepartie, il y avait des joies pures et profondes, réelles, sincères, authentiques. C'est bien, effectivement, mais ça c'est... là vous rejoignez Virgile. Eh bien, ça c'est des cas exceptionnels. Mais en général, vous avez là, à la page 155, vous dites, vous parlez de le départ maintenant. Donc, ce qui nous concerne, c'est le départ du travail. Après le travail, comment est-ce que l'ouvrier est satisfait ou non de son travail? Ou bien est-ce qu'il quitte son travail en étant satisfait? Donc la sonnerie, pointer, s'habiller, sortir de l'usine. Donc voilà des gestes mécaniques. La sonnerie qui sonne, on pointe, on marque sa sortie, on s'habille, on quitte l'usine. C'est machinal. Donc ce qui se profite sera mauvais, je gage. Le corps vidé de toute énergie vitale. Le corps vidé de toute énergie vitale. Donc ça rejoint, et on peut utiliser cette citation pour justifier que le travail épuise le corps. Oui, c'est bien. L'esprit vide de pensée. Le cœur submergé de dégoût, de rage muette, et par-dessus tout cela, d'un sentiment d'impuissance et de soumission. Voilà comment l'ouvrier quitte le travail. Donc on peut inférer qu'il n'est pas satisfait, qu'il n'est pas fier qu'il ne doit pas être fier de sa condition. Pourquoi? Regardez comment il quitte le travail. Donc le corps, il est vidé de toute énergie vitale, c'est-à-dire il est complètement épuisé. L'esprit également vide de toute pensée. Donc dites-moi, il a l'air d'un cadavre. Donc pas d'énergie vitale, pas de pensée, donc il est prêt à être enterré. Le cœur submergé de dégoût. Donc on a vu le dégoût, donc c'est l'écoeurement, pardon. Donc l'écoeurement, donc quand on est écœuré, et aussi c'est-à-dire on a marre, tout simplement. Une rage muette, c'est-à-dire une certaine rancune à l'égard de sa condition, parce qu'il est opprimé au travail, il est exploité, etc. Donc il y a cette rage qui le mine. C'est normal. Et par-dessus tout cela, et en plus d'un sentiment d'impuissance et de soumission. Donc il se sent impuissant et toujours soumis. Donc il est, comme a dit Simon Weil, il est devenu une bête de somme docile. Donc il se laisse faire, il se laisse conduire, il ne résiste pas. Il ne peut pas manifester son mécontentement bien contesté. Donc c'est-à-dire il est réduit à l'état à l'esclave. Le mot ne serait pas suffisant pour traduire cette
cet état de l'ouvrier après son départ du travail. Monsieur Virgile, voilà. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Donc, à la page 152, vous nous sortez encore toujours cette citation joker. Il s'égalait dans son âme au roi. Donc, voilà, c'est en rentrant à son logis le soir. Donc, le vieillard, il s'égalait dans son âme au roi. Donc, regardez, donc, après son travail, après avoir récolté sa propre nourriture, produit sa propre nourriture, etc. Donc, dans son âme, il est l'équivalent de roi. Donc, le contentement, bien le bonheur qu'il vit, donc il est équivalent à celui des rois. Donc voilà, regardez comment après le travail, le cultivateur se trouve. À la page 155, voilà, ils sont glorieuses de produire le miel. Donc voilà, ils sont glorieuses, donc ils ressentent cette gloire. Donc la gloire, c'est la victoire, c'est la renommée, c'est la célébrité. Voilà, donc cette gloire, donc il fait suite à quoi, hein, à un long parcours, ou bien un travail acharné de production. Et voilà, c'est mérité. On ne peut qu'être d'accord. Bon. Vous n'avez pas mentionné la page, Monsieur Virgile, la prochaine fois. Donc, essayez de nous renseigner la page. Donc, maintenant, le vigneron, au bout de ses rangées, chante la fin de ses peines. Donc les peines à la fin de ces... Voilà. Quand les peines, c'est-à-dire les souffrances, les fatigues, etc., qui ont émaillé son travail, maintenant, il chante. Il est heureux. Donc, regardez en quelque sorte, comment il célèbre cette fin de son travail. Donc, il chante, donc il est satisfait. Donc, on peut dire qu'il a travaillé d'une façon confortable. Il était dans le confort. Son esprit, il était, présent. Donc, en quelque sorte, il jouit de cette fin de son travail. Par-dessus bord, à la page 243, une expérience exaltante. Il y a quelques mois, vous vous souvenez, il a fallu entre parenthèses, c'est monsieur qui a ajouté, donc pour expliquer le nouveau papier hygiénique Moussi Bruyère. Donc il a fallu le concevoir, le nourrir, le protéger. Maintenant, il court. Rien ne pourrait l'arrêter. Donc ici, donc c'est que, après que, je contextualise, après que Benoît il a procédé au remaniement pour sauver la société, ils ont lancé un nouveau produit. Et regardez ce nouveau produit. Donc le lancement de ce nouveau produit, donc il est en quelque sorte comparé à enfanter. Et voilà, donc il a déjà dit, donc Moussi Bruyère, c'est notre enfant à tous. Donc c'est un enfant. Donc il y a la figure de cible de personnification. Donc le produit, c'est un enfant. Donc il a été conçu, c'est-à-dire il a été conçu. Donc ma maman m'a conçu dans son ventre. Il m'a nourri, il m'a protégé. Et maintenant je cours et je suis là. Je fais quelque chose d'utile. Je suis utile à ma famille, je suis utile à mon pays, etc. Voilà, je fais quelque chose de bien. Donc le sentiment qui résulte d'après cette expérience, il est exaltant. C'est-à-dire, il y a une certaine fierté après la réalisation, bien après le lancement de ce nouveau produit. Donc voilà, même si les conditions de travail, etc., donc il y a quand même cette satisfaction, on est satisfait. Donc également, voilà la page 231, au sixième mouvement. Donc on a assisté à un festin de mariage. Donc il y a le mariage d'Alex et de Gigi. Voilà, donc ça a été fêté dans l'entreprise. Puis célébration de la réussite du lancement du nouveau-né de l'entreprise. Le nouveau-né, en l'occurrence, c'est Moussi Bruyère. Et voilà, donc on a célébré cette réussite. C'est-à-dire, c'était un moment de joie. On est satisfait après le travail qui a été, tout le travail qui a été effectué. Bon, fêter le départ de Lubin et l'embauche on a fêté le départ. Donc le départ de Lubin, donc on l'a fêté, voilà. Donc ça coïncide. Donc c'était un
c'était une fête unique, mais ça a rassemblé tout cela. Donc, voilà, donc effectivement, donc le travail, donc il peut donner, voilà, lieu à des satisfactions après le travail. C'est bien, voilà. Eh bien, du moment qu'il y a corps, esprit et satisfaction, voilà, comment est-ce que l'homme sort de cette expérience? Voilà. Donc l'expérience du travail qui touche et le corps et l'esprit du travailleur, chaque jour, chaque semaine, chaque année, etc. Voilà. Donc la résultante de l'effet du travail sur l'esprit et le corps de l'ouvrier, donc ça va dans le sens de toucher en quelque sorte sa nature. Est-ce que, donc on doit se demander, voilà, donc c'est ça la dernière mise, c'est le travail, on doit se demander est-ce que le travail corrompt la nature humaine ou bien l'améliore. Bon, d'après ce qu'on a vu, en quelque sorte, donc on peut avancer que le travail, en quelque sorte, dans certaines mesures ou bien dans certaines conditions, il corrompt la nature, c'est-à-dire il altère. Donc, c'est-à-dire la nature humaine, il dégénère. Donc, un changement, une transformation dans le sens négatif. Voilà, il y a Simone Weil qui nous sort sa carte, la page 95. Un jour, je me suis rendu compte que quelques semaines de cette existence avaient suffi à me transformer en bête de somme docile. Voilà, déjà on a vu cette citation quand on a parlé de l'esclavage, mais regardez ici l'effet du travail sur la nature de l'homme. Donc la nature de l'homme, il a changé, s'est métamorphosé dans le sens du mal. Ce n'est pas une métamorphose comme dans l'histoire de Cendrillon. Donc Cendrillon, il a été sale, plein de cendres. Voilà, sous l'effet de la baguette magique de la fée, il est devenu une princesse. Donc c'est une métamorphose dans le sens du bien. Ici, donc là, à l'usine, donc il y a une métamorphose dans le sens du mal. Donc l'ouvrier, il est ravalé à l'état de bête de somme. Donc c'est une dénaturation, c'est une dégénérescence, c'est une altération. Voilà. Donc au lieu d'être un homme, donc il a devenu, ou bien d'améliorer, de confirmer son humanité, d'aller vers la perfection de sa nature. Voilà, donc lui, il est ravalé, il a dégénéré en bête de somme docile. Donc pour Simone Weil, donc le travail, c'est une expérience dénaturante, corruptrice, etc. Oui, on est tout à fait d'accord. Voilà un exemple concret. C'est la page 79. L'ouvrière atteinte d'une salpingite, j'ai déjà expliqué, c'est une affection qui touche les trompes chez les femmes. Attention, la salpingite ne touche pas les hommes. Si vous dites un ouvrier atteint de salpingite, vous serez, on va rigoler de ce que vous avez écrit. Donc là, l'ouvrier, il a atteint d'une salpingite. Il n'a pas pu obtenir d'être mis ailleurs que sur les presses. Donc il doit travailler sur les presses, c'est-à-dire il doit pédaler. Et en pédalant, donc à force donc le pédalage, donc il fait mal donc il aggrave la maladie. Eh bien, maintenant il est enfin ailleurs qu'en machine, mais la santé définitivement démolie. La santé définitivement démolie, c'est-à-dire détruite. Sa santé, elle est détruite. Donc imaginez, donc les salpingites, ça touche les trompes, c'est-à-dire l'organe qui permet à la femme de procréer. C'est de là où viennent les ovules. Et si cette salpingite, n'est pas traitée, donc la femme, devient stérile, ne peut pas porter des enfants. Et du moment que la femme est devenue stérile à cause de cette maladie qui a été aggravée
voilà, à cause du travail. Donc, c'est-à-dire, donc, le travail, il a ôté à cette femme sa féminité. Qu'est-ce qui fait la femme? C'est sa faculté de produire des enfants. Voilà, c'est la nature qui lui a donné ce précieux don. Et voilà, du moment qu'il est atteint, il n'est pas traité, voilà, etc. On n'a pas même daigné lui changer de poste pour qu'il ne subisse pas le plus de mal. Donc, il a travaillé jusqu'à ce que sa santé elle est démolie. Et dites-moi, une femme dont la santé elle est démolie, est-ce qu'il aura encore des charmes? Est-ce qu'il peut encore charmer s'il est marié, s'il n'est pas encore marié, qui voudra d'elle? Il ne sera pas, on ne va pas la convoiter. Donc, malheureusement. Donc, c'est-à-dire, regardez le travail, donc il a complètement dénaturé cette femme. C'est un exemple concret de dénaturation, en plus de celui de ravalement à l'état de bête sauvage. Bon, à la page 69, c'est Marjorie qui parle, c'est la femme de Benoît, c'est une Américaine. Aussitôt quitté l'université, ils devenaient des petits managers, c'est-à-dire les étudiants. Donc les étudiants en quittant aussitôt, c'est-à-dire juste après, le moment après, en quittant l'université, là où ils apprennent le savoir, les choses intellectuelles, etc. Donc, qui dit l'université, c'est l'élévation intellectuelle. Hein. Donc, c'est là où l'humanité se perfectionne, parce que c'est la réflexion. Les choses de l'esprit, elles sont beaucoup plus importantes que les choses du corps, ou bien de la matière. Voilà, donc, regardez, la mutation qui survient, c'est qu'ils devenaient des petits managers puants. Donc, il y a la transformation, la métamorphose, le changement. Et c'est un changement brusque. Une fois dans le travail, donc ils se métamorphosent, ils deviennent des managers, c'est-à-dire des cadres qui gèrent, etc. Et regardez l'adjectif, et c'est fort, hein, puant, c'est quelque chose qui pue, c'est quelque chose qui est en décomposition, qui dégage une mauvaise odeur, qui est nauséabonde. Donc la viande, un corps qui n'est pas enterré comme celui de Polynice dans Antigone, vous l'avez étudié. Eh bien, donc le corps, il a pué, donc il dégageait une mauvaise odeur. Bon, ici, le manager, ce n'est pas, il est en train de se décomposer. Ah, le manager, il est bien payé, il achète les bons parfums, etc. Mais qu'est-ce qui pue? C'est sa manière d'être. C'est son tempérament, c'est son humeur. Donc, c'est quelqu'un toujours d'irrité, c'est quelqu'un insupportable, c'est quelqu'un de frileux. Bon, donc, c'est quelqu'un dont la compagnie n'est pas, dont on évite la compagnie ou bien d'être à proximité. Donc, c'est le constat de cette femme-là. Voilà. Bon, il ne pense qu'à manager their business, alors je suis parti. Donc normalement, quand on est à côté de quelque chose qui pue, donc on ferme le nez, on s'éloigne. Donc elle s'est éloignée de ces Américains là, ou bien de ces étudiants qui sont devenus managers parce qu'ils sont devenus en quelque sorte arrogants, insolites, etc. Donc à cause tout simplement du travail. Vous ajoutez Monsieur Vinaver, on vous donne la possibilité, ou bien on vous donne le privilège, vous le méritez également. Donc tu deviens tous les jours un peu plus manager, un peu plus con. Voilà, donc c'est toujours Marjorie qui parle à son mari. Donc lui, il devient manager, c'est-à-dire il devient un peu plus manager, c'est-à-dire il ressemble à ces étudiants-là qui sont devenus puants. C'est-à-dire, toi aussi, tu es en train de devenir puant. Un peu plus con. Un con, c'est clair, un con, c'est un connard. Un connard, c'est une insulte. Donc, tu deviens connard. Lui, donc il appelle à se coucher. Donc, Benoît, il lui dit, viens dormir, ma petite. Il dit, manger, travailler, dormir. Voilà, donc la vie... Donc la vie elle est circonscrite dans ce triangle. Manger, travailler, dormir. Donc là, c'est carrément c'est le ravalement à l'état de l'animal. Donc on a perdu son humanité. On mange, on travaille, on dort. Mais c'est cyclique. Lui, il ajoute faire l'amour. Voilà, donc c'est un autre quelque chose. Donc c'est carré. Donc faire l'amour, c'est un instinct. C'est l'instinct. Donc les animaux, ils se reproduisent
voilà, en faisant l'amour, et puis manger, et puis il se repose l'homme, puis il travaille. Donc c'est ça donc la vie d'un animal, c'est ça, c'est quatre éléments, c'est quatre éléments. Bon, et ici donc c'est-à-dire le travail, donc la dimension loisir, la dimension humaine, la dimension de le contact, le jeu, voilà, les sorties, la promenade, etc. Donc ce n'est plus ça ne compte plus. Donc ils ne font pas partie de ce carré-là. Donc et du moment-là, donc le travail, on peut dire qu'il est déshumanisant, qu'il est corrupteur, qu'il est donc il dégénère le travailleur. Voilà pour Virgile, monsieur, vous avez là la page 100. Donc tout à l'heure vous avez parlé vous avez dit que les cultivateurs sont fortunés. Et vous continuez. Là où ils vivent, c'est-à-dire les cultivateurs, ils sont les fourrés et les repères des bêtes sauvages. Voilà, donc c'est-à-dire donc les bêtes sauvages, c'est-à-dire en pleine nature. Voilà. Une jeunesse dure aux travaux et habituée à peu. Ah, voilà. Et le culte des dieux et le respect des pères. Voilà. Donc la jeunesse, elle est donc chez les cultivateurs, donc leur jeunesse, ou bien la jeunesse de ces cultivateurs-là, donc il est dur aux travaux. C'est-à-dire, il est quelqu'un qui est dur aux travaux, c'est-à-dire, il est résistant. Ils sont immunisés, ils sont forts, ils ne sont pas estropiés. Si on compare Simon Veil et Virgile ici, sur ce point-là, donc l'ouvrier, comment il est comment il sort de l'entreprise, comment ils sont encore. Et là, regardez, donc ils sont robustes. Et cela me rappelle en quelque sorte Jean-Jacques Rousseau, vous l'avez vu l'année passée. Donc il valorisait la vie champêtre, la vie campagnarde. Les enfants des campagnards, ils sont vigoureux, ils sont forts. Ce n'est pas comme les enfants des villes, ils sont estropiés. Voilà, ils sont mal formés, déformés parce qu'ils ne se donnent pas dès leur jeune âge à l'exercice physique. Voilà, donc l'exercice, le travail de la terre, ça donne une certaine immunité, il fortifie le corps. Et du moment, voilà la résultante. Donc ils sont habitués à peu, et aussi ils sont habitués à peu. Donc être habitué à peu, c'est-à-dire ils sont donc ils vivent dans la frugalité, ils se contentent de peu, ils ne sont pas friands, ils ne mangent pas à tort et à travers. Ils sont capables, donc quelqu'un qui se contente, habitué à peu, c'est quelqu'un qui se contente de peu, c'est-à-dire il a une maîtrise de soi. Donc il n'est pas gourmand, il n'a pas des fantaisies, il n'est pas friand de donc il est capable de contrôler ses désirs. Donc et quand on se contente de peu, voilà, donc c'est une forme d'ascétisme. Donc ils sont en quelque sorte philosophes, ils sont stoïciens, donc c'est comme les brahmanes, on peut dire sont des philosophes. Et les gens qui se contentent de peu, voilà, donc ils sont généralement en bonne santé parce que le corps il digère, il profite de tout ce qu'on lui donne. Et on lui donne du nourriture simple, donc les nourritures composées, etc., beaucoup trop épicées, etc. Donc ça nuit au corps. Donc voilà si vous voulez, le bénéfice d'être cultivateur. Également, regardez, le culte du Dieu. Donc ce sont des personnes qui sont croyants, donc ils font le culte de Dieu. Donc ils honorent leur engagement envers le Dieu. Et aussi le respect des pères. Voilà, c'est ce qui est très important. Donc les enfants des cultivateurs et les cultivateurs eux-mêmes, ils respectent leur père. Donc, et cela rejoint l'idée que Simon Veil, il a dit donc, que le travail doit constituer une éducation. Donc le travail agricole, donc dans le travail agricole, il y a une certaine éducation. Donc il y a l'éducation, le respect. Et cela me rappelle également, Jean-Jacques Rousseau. Donc les enfants des cultivateurs, ils sont éduqués. Alors que dans les villes, parce qu'on est élevé par une nourrice et par un précepteur, on ne reconnaît même pas son père et donc on n'a pas d'amour pour
pour les parents. Donc voilà, donc c'est ce qui fait là la dégénérescence des mœurs dans les villes. Et ici, voilà, donc il n'y a pas de dégénérescence. C'est-à-dire, donc la somme de tout ce qu'on vient de dire, c'est que le travail agricole ne dégénère pas le cultivateur. Il n'est pas dégénéré. Il conserve son humanité s'il ne la perfectionne pas. Eh bien, merci. Voilà, donc vous avez largement défendu les questions que je vous ai posées. Et voilà. Et avant de partir, donc j'ai un petit schéma assez mathématique pour vous faire mémoriser, en quelque sorte, retenir. Voilà, et je gage que vous allez retenir forcément cette séance-là parce que je l'ai en quelque sorte mathématisée. Regardez l'homme, donc l'être humain, c'est ça. Donc l'être humain, donc il est composé de deux vecteurs, un corps et un esprit. Voilà. Donc il a, au travail. Donc il y a le corps et l'esprit. Donc la somme de ce vecteur-là et de ce vecteur-là, donc il nous donne un autre vecteur qui est le confort. Donc en fonction du corps, comment le corps il est traité, ou bien comment il est sollicité, ou bien comment il est usé dans le travail, en plus de l'esprit, donc parce que l'homme c'est un corps et esprit, donc cela, la résultante de ces deux éléments-là, c'est le confort. Soit on est dans le confort, soit on est dans l'inconfort. Eh bien, je peux même illustrer cela. Donc, chez Simone Veil, donc l'ouvrier, donc son corps il est épuisé. Et donc, pour ne pas souffrir, donc qu'est-ce qu'il fait? Donc, son esprit, il ne pense pas. Et donc, il essaie de ne pas penser. Et du coup, pour supporter cette pénibilité du travail, donc son esprit n'est pas là. Donc il essaie de ne pas penser. Et du coup, voilà la résultante. Donc il travaille dans l'inconfort. C'est bien. Donc ça c'est clair. Donc essayez de retenir cela. Voilà. Puis la fonction a plusieurs variables où il y a qui implique le corps, l'esprit et le confort qui résulte de la conjugaison du corps et de l'esprit. Donc il y a soit on est satisfait, soit on est insatisfait. Donc il y a cette satisfaction ou bien cette insatisfaction au travail. Bon, c'est normal, vous pouvez là. Donc la somme, c'est la somme de ces trois. Donc au jour le jour, donc ou bien après une journée, la journée. Prenons, l'unité c'est une seule journée. Mon corps il est épuisé. Mon esprit, donc je sors avec, donc j'ai beaucoup refoulé. J'ai beaucoup souffert. Eh bien, donc, c'est-à-dire, j'ai refoulé, j'ai travaillé dans l'inconfort. Et la somme de cela, et mon corps et mon esprit, j'ai travaillé dans l'inconfort, donc je ne serai pas satisfait, je serai insatisfait. Eh bien, si je fais la dérivée de cette fonction qui est là, soit satisfait ou bien insatisfait, c'est la dérivée de la satisfaction. Qu'est-ce qu'on dérive? Qu'est-ce qu'on découle? C'est que l'homme, soit il se perfectionne, c'est-à-dire la fonction elle est croissante, soit il est constant, soit bon jour, mauvais jour, etc. Donc la succession comme les Marocains, donc on dit donc l'état de satisfaction il est relatif, soit la déchéance, soit donc il est complètement décroissant. Et je résume. Donc c'est un autre donc on a la configuration suivante. Soit on progresse, comme c'est le cas chez les cultivateurs, donc il y a toujours le progrès, ou bien soit constant, bonjour, mauvais jour, comme je viens de dire, comme les Marocains, c'est ça et ainsi donc la nature on conserve sa nature humaine. Dans le premier cas, donc la nature humaine ça se perfectionne, on va vers le perfectionnement. Donc la nature, on acquiert de nouvelles techniques, on met au point
de nouvelles procédés. Donc on s'inscrit dans le progrès. Donc, et la nature, hein, on profite. Ou bien l'autre cas, c'est la dégénérescence, c'est-à-dire la corruption de la nature. Eh bien, pardon, j'étais un peu trop long et merci d'être patient. Et je vous donne rendez-vous là pour une prochaine, voilà, une prochaine partie. Et merci. Ah bon, quant à la deuxième nouvelle, je vous annonce que je travaille où d'ailleurs, que le casino, il a embauché un musicien et dès lors, voilà, vous pouvez avoir le plaisir d'écouter, voilà, d'apprécier, voilà quelques morceaux musicaux d'un musicien que j'aime et que je respecte. Bon, la prochaine fois, il sera là pour, voilà, vous jouer un petit morceau et à bientôt. Merci.